Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. C'est un vrai plaisir pour moi de vous retrouver à notre émission d'aujourd'hui et je vous remercie pour votre fidélité. Au sujet, au sommaire de notre émission, un sujet difficile, celui des mutilations génitales féminines. Je vous retrouve dans un instant avec mes invités après notre générique. Eh bien, j'ai le plaisir de vous présenter maintenant mes deux invités d'aujourd'hui. Monsieur Jacques Chevalier, vous êtes le coordinateur du collectif liégeois contre les mutilations génitales féminines, premier liégeois, seconde liégeoise. Madame Crispolis, vous êtes anthropologue, docteur en anthropologie, anthropologue de la sexualité, et vous enseignez à l'Université de Liège. J'ai le plaisir donc d'accueillir aujourd'hui deux Liégeois. On a vu dans le titre de notre émission la mention « Stop aux larmes, stop aux lames ». Voulez-vous, monsieur Chevalier, nous expliquer la portée de ce slogan, de ce titre ? Bon, il est bien évident que pour pratiquer l'excision, donc qui consiste à couper le clitoris des petites filles, on utilise des lames de rasoir. Le plus souvent, ce sont des lames de rasoir. Ce sont peut-être aussi des couteaux, mais ce sont des lames de toute manière. Ces lames déclenchent des douleurs, les douleurs déclenchent des larmes. Donc stop aux lames égale stop aux larmes. C'est un petit peu, c'est le slogan qui un peu accrocheur. Qui est accrocheur, si on veut. Et qui renvoie à deux réalités, le mal et la conséquence du mal. Le mal produit par la lame et la conséquence, les larmes. Alors vous avez parlé d'excision. D'une manière générale, nous allons évoquer les mutilations génitales féminines. J'imagine qu'il n'y a pas que l'excision parmi ces mutilations. Disons que c'est l'excision qui est la plus connue, puisque c'est la plus largement pratiquée, et que quand on parle par exemple d'infibulation, qui est un stade supérieur à l'excision, ben, l'excision est incluse dans le phénomène. Je vais vous demander d'être rien plus précis. Bon. Qu'est-ce qu'on appelle l'excision? Qu'est-ce qu'on appelle l'infibulation? Pour que les personnes qui nous suivent comprennent bien. Donc, il faudrait d'abord commencer par qu'est-ce qu'on appelle les mutilations génitales féminines. Oui. Les mutilations génitales féminines, c'est tout ce qui, d'une manière ou d'une autre, abîme l'appareil génital féminin, d'une manière qui est le plus souvent irréversible. Bon, alors dedans, il y a l'excision. L'excision consiste à ôter le clitoris ou du moins une grande partie, ôter également les petites lèvres. L'infibulation, ça veut dire la même chose, mais en plus, ça veut dire qu'on a donc tout coupé, mais qu'on recoue en quelque sorte, avec parfois des moyens très rudimentaires et assez affreux, pour en arriver à ce que les femmes soient condamnées à vivre avec un sexe qui n'a plus rien de l'apparence d'un sexe traditionnel, avec toutes les difficultés que ça implique, puisque quelque part, la couture, donc au niveau de l'infibulation, la couture que l'on fait de l'appareil sexuel ne laisse plus apparaître qu'un petit trou uniquement pour laisser passer donc les règles et l'urine, et que c'est une source évidemment d'infection qui conduit à une mortalité assez forte. Donc toutes les mutilations, qu'elles soient l'excision ou qu'elles soient l'infibulation, toutes ces mutilations-là entraînent et entraîneront au fur et à mesure de la vie de la femme toute une série de difficultés, toute une série de choses qui vont l'amoindrir et la rendre plus dépendante, plus dépendante, disons, à un système qui fait qu'elle n'a
elle n'a pas droit au plaisir qu'elle est en droit de réclamer en tant que femme, mais aussi elle risque de connaître, du fait des grossesses, des moments d'atroce souffrance qui peuvent conduire jusqu'à la mort, tant pour elle que pour les enfants qu'elle a à naître. Alors nous allons voir dans un instant, nous allons évoquer dans un instant les raisons religieuses, culturelles, etc., qui amènent à ce genre de pratique. Mais je voudrais d'abord vous demander pourquoi vous avez créé un collectif. Comment vous est venue l'idée, vous qui êtes liégeois, qui habitez Liège, j'imagine qu'à Liège, on ne pratique pas ou très peu ces mutilations. Comment se fait-il que vous en soyez venu à combattre contre ce phénomène? Il se fait qu'à Liège, je m'occupe d'une association d'amitié entre personnes d'origine djiboutienne et belge, en l'occurrence l'association Lidjibouti. Et cette association donc, est composée de personnes dont les femmes ont été pour la plupart du temps excisées et infibulées. Ça, quand on a créé l'association avec un de mes amis djiboutiens, je ne le savais pas, j'ignorais le problème. Et quand je lui en ai parlé, suite à une émission passée à l'RTBF en 2007, en mai 2007, je lui ai dit, mais on a parlé de la peste, du choléra, de la famine, de toutes les horreurs toute une série de problèmes vécus par la population djiboutienne. Et tu ne m'as pas parlé de ça, tu ne m'as pas dit qu'il y avait les mutilations génitales féminines. Alors il m'a dit, mais c'est un sujet qui ne nous concerne pas, ça ne concerne que les femmes, c'est un sujet tabou, on préfère ne pas en parler. Alors j'ai dit, mais si, c'est un problème important. J'avais été ému, comme tous les gens qui avaient vu Sarah, donc une jeune djiboutienne, qui avait témoigné à l'émission de la télévision. Et j'ai dit, on va faire quelque chose là-dessus au niveau de l'association. On a donc fait une conférence où on a invité donc des personnes du GAMS. Donc le GAMS, c'est le groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles. Donc c'est un groupe de Bruxelles qui est vraiment très très important au niveau de la lutte contre les mutilations génitales féminines. Donc nous avons invité les responsables de cette association à une conférence qui se passait à l'FGTB en octobre 2007. Et c'est à ce moment-là que s'est créé le collectif. Donc les gens qui étaient sur place se sont dit, c'est bien de faire une conférence, mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire autre chose? Est-ce qu'on ne pourrait pas rassembler les forces qu'on avait à Liège? On a rassemblé, on a créé le collectif. Et donc voilà, vous vous adressez non seulement aux Liégeois, aux personnes de la région liégeoise, mais aussi en particulier aux personnes qui habitent Djibouti. Aussi aux personnes qui habitent Djibouti par l'intermédiaire de notre site internet, oui. Par l'intermédiaire des contacts que nous avons, mais il est bien évident que notre action est principalement au niveau du collectif, une action spécifiquement liégeoise et belge, et que nous espérons étendre dans d'autres villes, notamment à Charleroi, dans l'avenir. Donc c'est une mission d'information, informer les gens sur ce que sont les réalités objectives des mutilations génitales féminines, les dangers que courent les populations qui sont chez nous du fait de la mondialisation. Nous avons toute une série de personnes des divers pays africains notamment concernés, que ce soit Djibouti, que ce soit la Somalie ou encore d'autres pays comme le Mali. Donc attirer leur réflexion à eux, qui sont directement victimes, mais attirer aussi la réflexion des gens, des Belges de chez nous, des Belges lambda, qui n'étaient pas au courant, comme moi, que ça existait, que c'était un truc vraiment abominable, qui touche des millions et des millions de petites filles et de femmes depuis des années, depuis plus de 4000 ans. Donc c'est un truc très important, et pour nous c'était et ça reste un combat, c'est un combat d'abord d'information. Nous ne savons pas nous battre sur le terrain pratiquement, nous ne sommes pas sur le terrain, nous sommes en Belgique. Disons qu'il y a toujours un risque qu'en Belgique se développe éventuellement des mutilations génitales. Du fait de la mondialisation, des gens s'amènent, donc des victimes viennent, des victimes potentielles viennent, et il est possible que des exciseuses viennent aussi. Donc il est possible que ça s'étende aussi dans notre pays, comme ça s'est déjà vu en France, comme ça s'est vu en Suisse, où il y a eu des procès qui ont eu lieu, des procès d'exciseuses. La Belgique n'est pas à l'abri de ça. Mais notre objectif à nous, en tant que collectif liégeois, c'est surtout de faire de l'information et aux personnes d'origine étrangère, des origines concernées, qui sont là, dire qu'on est avec eux, qu'il y a une structure qui existe, qu'on travaille avec les plannings familiaux, notamment à Liège, et dire surtout aux gens, à nos compatriotes belges et autres, et tous les gens qui habitent en région liégeoise, que c'est une problématique importante sur laquelle on se doit d'agir, ou au moins de penser à agir.
J'allais vous poser la question, mais vous y avez déjà répondu. En France, en Suisse, j'imagine aussi, en Allemagne, en Angleterre, en Hollande, Oui. il y a d'autres associations qui luttent contre les mutilations génitales féminines. Alors, je me tourne maintenant vers l'anthropologue. Je me pose la question, ces mutilations, c'est un mal pour ces femmes. Et vous disiez, il y a plus de 4000 ans que ça se pratique. Alors pourquoi? Quelle est la raison, ou quelles sont les raisons pour lesquelles ces pratiques que nous jugeons un peu barbares, pourquoi ces pratiques se perpétuent-elles en quelque sorte? Oui, alors, il y a beaucoup de raisons, donc je vais sûrement en oublier ici pour les nommer, mais je vais répondre en anthropologue, on va dire formée à Liège, donc liégeoise, Oui. mais je suis verviétoise. Alors je le dis aussi parce que il faut ça veut dire, voilà, on est un respecter petit les peu origines chauvin, voilà. régionales. Et c'est important parce que ça montre justement que ça rayonne vraiment partout. On sait que les infibulations, qui sont l'ablation, y compris des grandes lèvres, donc on rapproche vraiment les deux bords de la peau, on les suture. Les infibulations, on en a retrouvé sur des momies, donc c'est ça qui nous donne la certitude que c'est vraiment très très ancien. Et probablement que c'est dans le berceau égyptien que ça a pris naissance, pour des raisons, est-ce que l'Égypte est le premier, ça on n'en sait rien, mais pour des raisons qui sont à la fois donc, dues à la tradition, à la fois dues à la pureté, à la purification des femmes, à la fois dû, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, à la fertilité, c'est-à-dire partir du principe qu'une femme qui est infibulée sera justement une femme très fertile, donc au premier rapport, elle va pouvoir être enceinte. Excusez-moi, mais c'est un peu un non-sens. Pour nous, ça semble un non-sens parce que nous avons une vision, surtout aujourd'hui, tout à fait différente, on va dire au XXIe siècle, de ce que c'est le corps, la santé, l'équilibre et l'intégrité du corps. Mais juste une parenthèse, rappeler que chez nous aussi, dans les sociétés nord-occidentales, notamment en France, on utilisait la clitoridectomie, donc le fait de supprimer, de faire une ablation du clitoris, notamment contre les femmes dites nymphomanes, contre les adultères, contre les femmes qui se masturbaient, qui étaient déclarées. On voit ce qui est relatif à la sexualité, à l'expression sexuelle. Directement. Mais piquer ou coudre les lèvres, ça empêche la procréation. Ça n'empêche pas la procréation, ça permet, mais de nouveau, il y a des tas d'explications suivant les ethnies. Ça permet de maintenir la fidélité des femmes, c'est-à-dire que la seule personne qui va pouvoir les toucher sera le mari. On a la certitude qu'à la fois, non seulement elles sont vierges au moment du mariage, puisque le mari verra tout de suite si elles ont été abîmées, déchirées ou pas, et la deuxième chose, que la seule personne qui va donc rester avec elles, ce sera leur mari. Et comme les rapports sont évidemment soit avec un manque de plaisir, si les choses ont été, je vais employer un drôle de terme, faites le mieux possible et qu'il y a juste eu l'ablation du clitoris, il peut encore avoir du plaisir, mais on part du principe que la femme ne va pas aller chercher autre part. Et si, évidemment, c'est une infibulation, ça c'est sûr que c'est une douleur, chaque fois qu'il y a un rapport, une douleur atroce pour les femmes. Donc on est sûr que la sexualité, elle ne va pas la pratiquer, elle va la subir en fait. Mais ce n'est pas nécessairement une domination masculine, comme un certain discours féministe parfois le retraduit, parce que c'est tout le fonctionnement des communautés et des ethnies qui sont basées là-dessus, et qui sont tellement bien basées là-dessus, que les femmes sont les premières aussi à le faire à leurs filles, ou si jamais la mère essaye de protéger ses filles, ce sont les grands-mères paternelles bien souvent, puisque c'est l'autorité de l'homme qui est la plus importante, mais aussi alors, si jamais ce sont des filles qui n'ont pas été excisées ou infibulées, la bru ou la future bru, donc qui va interdire que son fils épouse une fille qui ne l'est pas. Donc tous les systèmes culturels, sociaux, la structuration des sociétés dans ces ethnies-là reposent justement finalement sur cet acte-là, qui n'est pas qu'un acte d'initiation, puisque ça peut se faire quand des femmes sont beaucoup plus âgées. Et c'est ça qu'on trouve maintenant, c'est même des femmes qui retournent au pays, alors qu'on va dire elles sont protégées ici, où on imagine qu'elles sont protégées, parce que comme dit Jacques, c'est vrai qu'on commence à avoir des exciseuses qui ont bougé et qui viennent travailler ici. Elles retournent d'elles-mêmes dans le pays d'origine pour se faire exciser avant le mariage, pour bien montrer leur appartenance et leur respect de la tradition. Donc ce qui est important de retenir, ce ne sont pas les hommes nécessairement qui imposent, ce sont les traditions ancestrales véhiculées par les femmes, par les mères, par les grands-mères, par les belles-mères, vous l'avez dit,
qui font que ce système se perpétue. Véhiculés avec l'accord des hommes, parce que les Bien pères sûr. sont les premiers, évidemment, puisque c'est eux qui ont quand même l'autorité définitive, sont les premiers à laisser partir leurs filles, même si ça leur coûte. Et tout un système est bien mis en place, tel que celui de dire c'est une affaire de femmes, ce qu'on va trouver par exemple en Somalie et à Djibouti. Dans d'autres endroits, il y a aussi des exciseurs, donc l'homme sera même acteur dans celui qui coupe. C'est d'ailleurs le terme qui est utilisé pratiquement dans toutes les langues, c'est couper. Alors vous évoquez divers pays africains. Est-ce que ces pratiques sont limitées à l'Afrique? Non, non, il ne faut surtout pas ni confondre l'Afrique et l'excision. Donc tous les pays africains sont loin de le pratiquer. Justement, les rapports que la Belgique, les rapports privilégiés de la Belgique avec le Congo sont justement un pays qui ne pratique pas. Et alors les cas qu'on Donc trouve... le Congo, l'ancien Congo belge, voilà, l'ancien on Congo ne belge. pratique pas l'excision Le au Congo. pays, la tradition et la coutume du pays ne la pratiquent pas, mais il y a des ethnies qui ont immigré, très très peu, qui ont immigré et qui, elles, la pratiquent. Mais justement, ce sont des immigrés. C'est exactement ce qui arrive en France, en Belgique, en Allemagne, etc. Ce sont des gens qui ont fui quelque part et qui s'installent autre part, qui arrivent avec leurs coutumes. Alors vous me disiez en préparant l'émission que dans un village, des personnes d'ethnies différentes pratiquent, se côtoient, oui, pratiquent ou ne pratiquent pas oui. l'excision. C'est étonnant, ça. Parce que ce sont encore, justement, dans les villages, les traditions sont très respectées, même si on voit que la nouvelle génération, c'est-à-dire, on va dire la génération des 15-25, est en train de fort bouger. Dans les villages se trouvent effectivement toutes les ethnies. Et les ethnies, mais carrément une maison à côté d'une autre. Et chacun sait à quelle ethnie il appartient. Et les choses sont beaucoup plus claires, beaucoup plus transmises que chez nous. Donc on sait très bien, celui-là c'est un Sonenke, celui-là c'est un Mandag, donc nous sommes différents. Et le fait justement de se fréquenter n'influence pas beaucoup, parce que puisque c'est un acte qui montre l'appartenance pour commencer, ça renforce encore plus les résistances pour ne pas qu'il y ait de mélange et pour ne pas qu'on ne sache trop où on est. Et on entend déjà depuis très très longtemps, puisque déjà en 59, il y avait l'association des femmes africaines qui le dénonçait en Afrique. Ceux qui ne le pratiquent pas considèrent que ceux qui le pratiquent ont des coutumes barbares, ont des pratiques barbares, ou ne sont pas très évoluées. Et ce n'est pas du tout parce que chez nous, on est venu donner un exemple. C'est depuis le début qu'il y a ces séparations-là. Puis alors, on en trouve aussi en Asie. Il y a aussi des pratiques. Il y a des pratiques qui se font aussi en plus petit réduit au Mexique, on en a retrouvé au Pérou, et là on est dans un autre système qui est le fait d'élargir le vagin des femmes. Donc on est exactement à l'inverse de l'infibulation. Oui, la pratique on est à inverse, l'introcision, oui, et on élargit le vagin des femmes, notamment parce que comme à la base, les filles étaient promises et mariées, ce qui ne voulait pas dire avoir des relations sexuelles nécessairement. Les promises et mariées très jeunes, bien souvent, plus que prépubères, elles étaient évidemment trop étroites si le mari, lui, ne voulait pas attendre la date acceptée par le groupe pour les pénétrer. Et c'est comme ça que le sang s'est perdu, mais la pratique a continué, même si aujourd'hui, ça ne semble pas nécessaire ou évident. On attribue souvent aux religions, et en particulier à la religion musulmane, les pratiques relatives à ces mutilations féminines. Alors, est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que l'islam propage en particulier ces pratiques? Ce serait étonnant, puisque vous disiez, dans un même village, selon l'ethnie, on pratique ou on ne pratique pas l'excision. Oui, mais d'abord, c'est vrai que les religions ont servi de vecteurs, de médiateurs. Ça, c'est très pratique. Dans le Coran, par exemple, mais voilà, il y a des prescriptions relatives à l'excision. Le Coran ne demande heureusement pas d'exciser les femmes. Par contre, le Coran, comme des imams ici viennent de le redire au début de l'année à leur réunion arabe africaine, il y a des imams et des oulémas qui ont décidé de faire une fatwa contre l'excision, rappelant... Contre l'excision, oui, c'est intéressant. Justement, ce qui montre bien que ce n'est pas la lecture, la lecture du Coran. Au contraire, eux, se basant sur le Coran, disent que le Coran ne dit pas qu'il faut exciser. Par contre, le Coran dit qu'on doit s'occuper du corps, préserver la santé, etc. Donc, puisque ces pratiques-là sont des mutilations, abîment les femmes et mettent en jeu et les enfants, la descendance, la vie des femmes, etc., nous devons lutter contre. Donc, on a de nouveau une preuve qu'effectivement, ce n'est pas religieux. Mais il y a toute une série de personnes qui le pratiquent, croyant répondre à leur religion,
parce que c'est le discours que certains leur ont laissé passer ou n'ont pas contré. Donc ça se traduit très bien. Mais les Coptes, par exemple, le pratiquent en Somalie, en Érythrée, les Coptes etc. qui sont des chrétiens. Les Coptes qui sont des chrétiens. Et eux la pratiquaient vraiment aussi à plus de 95%. Et puis ils ont... En Somalie, vous disiez, ce sont des musulmans qui la On a des pratiquent. musulmans, on a des Coptes. Et alors maintenant, il y a aussi des catholiques qui le pratiquent dans certaines régions. Parce que justement, il y a cette influence-là, et la mixité. Évidemment, quand on sait que ça fait 50 siècles d'héritage de ces pratiques-là, probablement, il y a quand même eu quelques mélanges, même si on essaye de respecter, ou qu'on imagine respecter la pureté ethnique en évitant les mariages interethniques. Alors ça se pratique au loin, nous l'avons dit, mais vous disiez aussi, Monsieur Chevalier, que ça se pratique chez nous, en Belgique. On n'a pas d'exemple précis comme quand ça se pratique en Belgique, on a simplement du oui-dire jusqu'à présent. Nous recherchons avec d'autres associations comme l'association Intact, qui est dirigée par la juriste Céline Verbroek, nous cherchons des exemples précis en Belgique. Nous nous disons que c'est tout à fait possible puisqu'il y a eu des cas prouvés aux Pays-Bas et en France, qui sont quand même nos 2 pays limitrophes. Et nous avons des témoignages, mais que nous sommes en train de vérifier, notamment dans la communauté malienne, d'excisions qui ont pu avoir lieu, y compris à Liège. Nous sommes en train de faire des recoupements. Il faut savoir que l'excision est condamnée par la loi belge. L'excision, qu'elle se fasse ici ou au pays d'origine d'ailleurs, est prévue dans notre code pénal, donc de peine de prison pour pratique de l'excision. Vous disiez ici, mais des médecins belges peuvent parfois se livrer à ce genre de pratique. Effectivement, des médecins belges peuvent parfois se livrer à ce genre de pratique au nom d'une espèce de respect de la culture, c'est respect. cela. Donc, il n'y a pas... Donc, nous, quand nous parlons des mutilations génitales féminines, il y a parfois des voix qui se lèvent contre notre action en disant « Mais ne vous mêlez pas de ça, ce n'est pas votre culture. Eux, c'est leur culture. On fait un petit peu de l'entrisme sur leur culture. Ne vous mêlez pas de ça, c'est leur affaire. » Et alors, on a des médecins, il y a eu des cas qui ont été déterminés, très peu, mais il y a des médecins qui ont pratiqué des excisions ici en Belgique, très très proprement, en se disant, puisqu'on nous l'a demandé, parce que c'est les gens les ont demandé, c'est les parents qui ont demandé ça aux médecins, ben, ils l'ont fait parce que c'était plus hygiénique de le faire ici que de risquer que ces parents retournent dans leur pays où ça se fait, je dirais bien, à une cadence industrielle avec une lame de rasoir pour 50 petites filles, quoi. Oui, mais ces médecins-là sont en contravention avec la loi. Et ces médecins-là sont en contravention. Mais est-ce que ces médecins-là savent que les mutilations génitales féminines sont interdites par la loi en Belgique? Ça, c'est pas garanti non plus, puisque déjà dans le cursus des médecins, on ne leur apprend pas ce que c'est vraiment que l'excision, etc., etc. Maintenant, ça évolue, mais dans les médecins qui exercent déjà depuis un certain temps, ils n'ont pas vu cela. Donc, quelque part, au niveau de la législation, on peut supposer aussi qu'ils aient une ignorance que tout le monde a, puisque personne n'est au courant. Mais peut-être que ces médecins ou d'autres médecins, eux, vont essayer de réparer les excisions qui se sont faites. C'est justement ce que le professeur Foldès en France a essayé de mettre en place, et il essaye d'ailleurs d'initier à la reconstruction du clitoris. Mais donc ça ne peut pas marcher évidemment pour l'infibulation. On ne sait pas reconstruire des petites et des grandes lèvres, d'une part. D'autre part, se pose tout de suite la question, d'une part en Belgique, notre rapport de nouveau, donc avec l'Afrique vient du Congo qui lui n'avait pas ça, donc on ne s'est pas posé la question. Est-ce que nos médecins n'ont pas étudié spécifiquement ils n'ont eu de raison de l'étudier que quand ils se sont trouvés devant des cas. Alors, soit en allant travailler dans d'autres pays, d'Asie ou principalement d'Afrique, soit parce qu'il y a des gens qui sont venus se former ici. Et évidemment, on a une grande tradition médicale à ce niveau-là, qui, eux, expliquaient j'aimerais bien quand même d'apprendre un petit peu comment je peux aider les femmes, que ce soit des hommes ou des femmes, de mon pays. Donc, tout le monde s'est trouvé confronté à ça. Et aujourd'hui, avec l'émigration, il y a des femmes qui viennent accoucher. Et c'est au moment de l'accouchement que le médecin ici découvre qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et ce quelque chose qui ne va pas, par exemple, avec la fibulation, c'est que les cicatrices se sont fermées, donc il n'y a plus d'élasticité, donc la naissance ne sait pas se faire facilement. Donc,
tout ça mis en place fait qu'on pouvait espérer que ça allait diminuer. Mais en fait, on voit que justement des gens formés ici vont pratiquer aussi dans des systèmes médicaux dans les pays d'origine, justement pour que ça soit fait proprement et pas amocher ou risquer justement le nombre de mortalité énorme, tant chez les enfants, donc chez les petites filles, que chez les bébés à la naissance et que chez les femmes qui développent des infections, etc. Ma dernière question, sur votre site, on va voir l'adresse de votre site à l'écran. Sur votre site, on vous interroge aussi sur la circoncision, que l'on assimile en quelque sorte à une mutilation sexuelle. Oui, donc nous, c'est bien les mutilations génitales féminines. La circoncision, c'est un truc d'homme. Ce n'est pas du tout la même chose. Je dirais bien que si on appliquait l'excision à un homme, ça reviendrait au même que de lui couper le gland. C'est ça. Ce n'est pas du tout la même chose que la circoncision, ça n'a rien à voir. Donc l'excision, c'est l'équivalence chez l'homme, c'est couper le gland. Ça vous refroidit un petit peu d'ailleurs. Je crois que ça permet aussi de comprendre justement de la nécessité et la raison pour laquelle les pays nord-occidentaux ont appelé ça mutilation, parce qu'il est bien évident que eux, ceux qui le pratiquent, ne l'appellent pas mutilation. Ils ne pensent pas qu'ils abîment les femmes. Ils sont en train de les préparer pour être des femmes, ce qui est tout à fait différent évidemment. Le résultat nous semble le même, mais c'est là la difficulté justement de pouvoir agir et d'essayer d'influencer dans un arrêt, si possible, universel de toutes ces pratiques. Eh bien, Chrysopolis, Jacques Chevalier, je vous remercie infiniment pour votre participation à notre émission d'aujourd'hui. On a essayé de faire comprendre aux amis qui nous écoutent ce qu'est ce phénomène, quelle ampleur il a notamment dans des pays autres que la Belgique. Mais nous avons vu, vous l'avez dit, le phénomène se voit ici aussi et surtout ses conséquences se constatent. Merci pour votre participation à notre émission. Madame, mademoiselle, monsieur, merci beaucoup. À très bientôt.